Je vous souhaite la bienvenue pour la 8e journée de néphrologie de Sétif, qui est réalisée par le CHU de Sétif, service de néphrologie de CHU de Sétif. Je donne la parole à Monsieur Ryan, président de la Société de néphrologie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, professeur Bahamida. J'ai à mes côtés, bien sûr, monsieur le doyen de Sétif, qui est là depuis très longtemps, qui est presque devenu le doyen des doyens, pas dans l'âge, mais dans la durée, au poste de doyen. À ma droite, monsieur le professeur Benabadji, que vous connaissez tous. Et donc, pour moi, c'est un honneur aujourd'hui d'être parmi la communauté néphrologique sétifienne. Comme vous le savez, depuis presque 30 ans, que la néphrologie, peut-être même plus, a démarré à Sétif, difficilement au début, mais actuellement on remarque, grâce à la qualité des travaux qui vont être présentés aujourd'hui, qu'elle a fait de grands pas et que maintenant c'est devenu il y a un grand service de néphrologie avec bien sûr plusieurs rangs magistraux. C'est une école aussi de formation pour les résidents. Donc on n'est plus inquiet comme avant pour la néphrologie à Sétif et à l'Est de façon générale. Alors, les journées de Sétif, je vois que c'est la 8e, donc c'est devenu une tradition. Donc, au nom de la Société algérienne de néphrologie, je vous souhaite la bienvenue et je remercie, bien sûr, l'ensemble des présents et surtout des organisateurs. Et je pense qu'on va passer la parole à Monsieur Benabadji. C'est avec un certain plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, à l'occasion de ces 8e journées de néphrologie. J'ai l'habitude, avec M. Ryan, de venir dans cette ville. Personnellement, ça fait 50 ans que je suis en néphrologie. Ça fait 40 ans que je viens, depuis 40 ans que je viens à Sétif. Pour sensibiliser sur le problème néphrologique, ça fait 40 ans. On venait, M. Ryan et moi, en tant que maître assistant. Je pense autour de 1985. À l'époque, l'activité néphrologique de Sétif, c'était la dialyse. Beaucoup de malades de Sétif allaient en France, évacués en France. Il n'y avait pas beaucoup de dialyse en Algérie. Et on venait faire un travail de sensibilisation. Donc c'était l'activité de dialyse. À l'époque, les chefs de service de néphrologie, donc l'activité néphrologique, c'était la dialyse. Les premiers chefs de service avaient un peu de tout, sauf de la néphrologie. Il y avait même, à un moment donné, un responsable des maladies infectieuses, qui était le chef de service de la dialyse à Sétif. À un moment donné, il y avait un Français, coopérant militaire, docteur Babinet, de Sétif, qui venait. Et on travaillait beaucoup ensemble. Donc ça fait une quarantaine d'années. Aujourd'hui, le monde humain à Sétif s'est bien développé. Il y a des universitaires. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je considère, pour ma part, en fonction de mon expérience, que la ville de Sétif est la deuxième ville importante d'Algérie. Je connais un peu le monde médical, le monde de la santé, le monde économique. Pour moi, Sétif, après Alger qui est ma ville natale, c'est Sétif. Donc il s'agit pour moi d'une ville importante. Sétif a connu la flamme de l'indépendance nationale, 8 mai 1945. J'espère qu'à l'avenir, elle connaîtra, et elle connaît déjà, un avenir néphrologique, utile et conquérant. Merci de votre attention. Merci, M. Benabadji. On passe la parole à M. le doyen, professeur Louamri. Salam alaikum. Donc, c'est un plaisir et un honneur pour
la faculté de médecine de Sétif et l'université Farhat Abbas de Sétif d'accueillir et d'abriter ces 8e journées de néphrologie. C'est un honneur d'avoir parmi nous cette honorable assistance venue des différentes régions du pays. C'est un honneur également d'avoir parmi nous Monsieur le professeur Ryan, président de la Société algérienne de néphrologie, et mon collègue au titre de doyen, puisqu'il est doyen de la faculté de médecine de la Ouad. C'est un honneur particulier d'avoir parmi nous également le père de la néphrologie algérienne, le professeur Benabadji. Si la discipline s'est développée à Sétif avec l'existence d'un service de néphrologie, un terrain de stage en matière d'enseignement postgradué avec des rangs magistraux, c'est grâce au soutien et à la collaboration considérable de ces deux personnes qui se trouvent à ma droite. C'est grâce à eux qu'il y a eu promotion d'enseignants pour accéder au rang magistral et permettre de créer une école de néphrologie à Sétif. Je les en remercie très chaleureusement. Leur présence parmi nous est un critère de qualité des travaux de cette journée, qui sont à leur 8e édition, comme vient de le dire mon ami Tahar Ryan. Cette durabilité est un critère de réussite. Je ne doute pas de la réussite des travaux de votre journée d'aujourd'hui. Qu'au nom de Monsieur le recteur de l'Université de Sétif, déclare ouvert et merci de votre attention. On commence la première séance avec professeur Djabella. Professeur Djabella par les particularités diagnostiques de la sarcoïdose en néphrologie. Merci de m'avoir accordé l'occasion pour parler aujourd'hui d'une pathologie rare mais grave qui est la sarcoïdose. Donc je commence par un petit rappel sur la sarcoïdose, des généralités. Donc la sarcoïdose est une maladie inflammatoire systémique granulomateuse d'éthiopathogénie mal connue et qui touche habituellement l'adulte jeune. Son diagnostic n'est pas facile, c'est un ensemble d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques et histologiques. Donc on se base généralement sur la présence d'un granulome tuberculoïde non caséeux au niveau d'une localisation, que ce soit pulmonaire ou extra-pulmonaire. La localisation pleuropulmonaire est généralement la plus fréquente. L'atteinte rénale est une localisation extra-pulmonaire rare mais grave, car elle peut mettre le pronostic fonctionnel rénal en jeu et elle peut être fatale. Merci au professeur Djabella pour cette excellente présentation et je le remercie pour le respect du temps. Bonjour, mes chers collègues, bonjour. J'aurai le plaisir de vous présenter l'actualité du traitement de la néphropathie lupique. Comme vous le savez, la néphropathie lupique est une manifestation grave du lupus systémique et aussi fréquente. 20 à 50% des patients lupiques présenteront ou développeront cette complication, dont 10 à 30% développeront une insuffisance rénale chronique terminale au cours de leur suivi. Le traitement immunosuppresseur, qui est le traitement de fond, en induction, peut obtenir la rémission dans 30 à 80% des cas. De nouvelles thérapies ont été développées pour améliorer ce taux de rémission, dont les résultats ont été publiés ces 2 dernières années.
en 2020-2022. Ces thérapies se basent sur la déplétion des lymphocytes P, sur l'inhibition de l'interféron alpha et des interleukines 17, et en plus ils ciblent les lymphocytes T. Donc ces thérapies ont été associées au traitement conventionnel pour améliorer à la fois le taux de rémission et permet aussi, en réduisant la dose et la durée d'exposition aux corticoïdes, permet de réduire les effets secondaires. Les formules d'estimation de l'IFJ basées sur la créatinine sérique sont la clairance urinaire UV sur P, les clairances les plus connues dans notre pratique courante, ce sont les formules de Cockcroft-Gold, MDRD, CKD, EPID, EP. Un peu d'épidémiologie, c'est une maladie qui évolue dans le monde épidémique silencieux non contagieuse. Sa progression est de façon alarmante. Elle concerne des millions d'êtres humains autour du globe. Ou des maladies auto-immunes. Dans le reste des cas, elle est dite primitive et elle est due à des dépôts de complexes immuns sur la membrane basale glomérulaire. Son évolution est variable. Dans un tiers des cas, on peut avoir une rémission spontanée et dans 2 tiers des cas, on a soit un syndrome néphrotique persistant, soit l'évolution vers une insuffisance rénale terminale. Les cas d'IGO recommandent 6 mois de traitement symptomatique, puis une immunosuppression si pas de réponse. On n'a pas fait l'évolution ou bien en instantané. Quand vous parlez de la fréquence de la néphropathie vasculaire, vous vous basez sur quoi? Sur la clinique? Sur les... Merci. C'est pas la première fois que je viens aux journées scientifiques de CETIF. Donc, ça fait plusieurs fois que je viens participer aux journées scientifiques de CETIF et je suis mes origines. Donc mes grands-parents sont de Sétif également, le nord de Sétif. Donc je viens pour vous présenter ici à Sétif ma petite expérience du CHU Parnay en matière de transplantation rénale. Prise en charge d'une insuffisance rénale post-injection de produits de contraste ou bien pour des avis chez des patients qui étaient à risque et qui doivent bénéficier d'un examen radiologique avec injection de produits de contraste. Était néphrotoxique par rapport au low, donc au bas, une osmolarité basse ou l'iso-osmolaire. Cependant, il faut faire attention pour le high osmolar ou le low osmolar, ils ont une osmolarité qui est supérieure à l'osmolarité plasmatique. Donc c'est pour cela que dans cette étude qui est publiée en 2003, donc, qui a intéressé 135 patients diabétiques en IRC subissant une artériographie, donc le iso-osmolaire était moins dangereux que le low osmolar. La transplantation rénale est un choix préféré des patients, comme vous le savez déjà. Elle nécessite, cette transplantation, un accompagnement du patient dès le dépôt du dossier médical en liste de transplantation. L'éducation thérapeutique est indispensable. Elle est multidisciplinaire, elle doit répondre aux exigences d'un patient et d'une maladie à risque. Et des situations à risque beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique ou l'enseignement thérapeutique parfois? C'est un apprentissage. Et dans l'apprentissage, il y a la répétition, il y a l'enseignement, il y a l'objectif d'avoir des compétences thérapeutiques, des compétences médicales, paramédicales et côté aussi du patient, pourquoi pas, parce que le patient est l'acteur de sa maladie. Donc les objectifs sont souvent personnalisés. On ne peut pas protocoliser une éducation thérapeutique. Les 2 reins ont été jetés à la poubelle. Non, ils n'ont pas été prélevés. Oui, mais c'est la même chose. Comment on fait un prélèvement? Non, c'est différent. Non, tu fais un prélèvement sur personne décédée. Tu fais de la publicité sur ça, alors que les néphrologues ont besoin pour leurs malades de ces 2 reins. Donc je ne comprends pas. Pourquoi on fait un prélèvement sur personne décédée où on ne prélève pas les 2 reins? Ils ont greffé le foie, M. Ryan. Oui, le foie, on ne sait pas. Paraît-il, il y a eu des complications. Cité dans les 2 diapositives, il y avait des malades greffés à l'étranger. Parmi les malades, la plupart
qui ont été greffés à l'étranger, c'était des malades à partir de 20 cadavres. Il y a eu même un qui a été greffé à Cuba, qui est jusqu'à présent suivi par moi, M. Hamouj, M. Rayal, il est greffé à Cuba avec fonction rénale stable depuis 2008. Donc pour les cas d'urgence, donc on est confronté souvent avec les anesthésistes et les réanimateurs. Donc ils veulent à tout prix injecter le patient pour des angioscanners et ils nous disent donc on va dialyser après. Donc est-ce que le produit de contraste est dialysable ou pas? C'est juste pour ajuster notre attitude diagnostique ou thérapeutique après. Merci beaucoup. Alors pour ce qui est de l'hémodialyse, il a été clairement démontré que l'hémodialyse n'est pas nécessaire après l'injection de produits de contraste iodé, sauf bien sûr si le patient il fait une insuffisance rénale aiguë avec des critères de dialyse en urgence. Là, on peut reprendre le patient.